Voilà, bonjour tout le monde. Alors, les organisateurs de la journée m'ont demandé de mettre un peu en perspective ce qu'on pouvait aujourd'hui envisager comme perspective d'avenir face à la question des inégalités numériques. Quand le PMTIC s'est créé, on parlait beaucoup de fractures numériques, d'inégalités dans l'appropriation et dans les usages d'Internet. Et je vais essayer de vous proposer quelques réflexions tirées de divers travaux auxquels j'ai participé récemment sur cette idée, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face aux inégalités numériques? Comment est-ce qu'on peut envisager cette question? Alors, mon exposé comporte trois parties. D'abord, pourquoi parler de nouveaux visages des inégalités numériques? Qu'est-ce que c'est ces nouveaux visages des inégalités dans les usages d'Internet et des nouveaux médias? Puis je montrerai qu'on peut distinguer deux grandes catégories d'approches. Ou bien une approche qui met l'accent, je vais me mettre ici parce que sinon j'en fais, ou bien une approche qui met l'accent sur les compétences, assez classiques pour des formateurs, ou bien une approche qui met l'accent sur les questions de vulnérabilité. On verra en fait que ces deux approches ne sont pas exclusives, qu'elles sont complémentaires. Et puis en conclusion, je vous proposerai quelques perspectives pour la formation, pour les formateurs. Alors, nouveau visage des inégalités numériques, rapidement, pour mettre les choses au point avec quelques chiffres, quelques données brutes sur l'accès à Internet en Belgique en 2013. 80% des ménages ont une connexion Internet à domicile. En 2005, c'était 50%. Donc en 2005, on pouvait vraiment parler d'une société divisée en deux. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. La proportion d'utilisateurs réguliers d'Internet, c'est 83% dans la tranche d'âge 16 à 74 ans, c'était que 58 en 2005, mais c'est 97% dans la tranche d'âge 16-24 et 89% dans la tranche d'âge 25-54, qui est la tranche d'âge de la vie professionnelle active, si on peut dire. Mais au travail, il n'y a que 55% de la population active occupée, salariée ou indépendant, qui utilise régulièrement Internet dans son boulot. Et ça, c'est une inversion complète de la situation par rapport aux origines du PMTIC, où à l'époque, il y avait plus de gens qui utilisaient Internet dans leur travail qu'à la maison, et où on disait qu'il va y avoir un effet d'entraînement des usages professionnels sur les usages domestiques. Aujourd'hui, la situation, elle est totalement renversée, puisque dans la même tranche d'âge, on a 89% d'utilisateurs d'Internet dans la vie quotidienne et seulement 55% au travail. Dans le monde du travail, il y a évidemment une très grande différence suivant les niveaux de qualification. C'est 79% parmi les diplômés de l'enseignement supérieur et seulement 21% parmi ceux qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire. Une autre chose qui a aussi disparu depuis 2005, c'est donc l'utilisation d'Internet au travail sans l'utiliser ailleurs, qui représentait encore un pourcentage significatif de la population et qui aujourd'hui représente quelque chose qui n'est quasiment plus mesurable dans les statistiques. Et enfin, une dernière tendance très nette, c'est l'expansion de l'Internet mobile depuis 2009 essentiellement. Par Internet mobile, je veux dire la connexion Internet sur des dispositifs qui sont mobiles, soit des ordinateurs portables, soit des smartphones, soit des tablettes. C'est plus fréquent chez les moins de 35 ans que chez les plus âgés, mais c'est tout à fait significatif chez les personnes plus âgées aussi. Ce n'est pas uniquement un phénomène jeune, c'est un phénomène assez généralisé dans la diversification des usages d'Internet. Où sont passées alors les inégalités? C'est-à-dire cette idée sur laquelle on a basé les programmes d'intervention et de formation à Internet, où sont passées les inégalités dans l'accès à Internet et dans ses usages. D'abord, les inégalités d'accès, elles n'ont pas tout à fait disparu. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de 80% de la population qui utilise régulièrement Internet qu'il n'y a plus d'inégalités. Et c'est le seul
la seule dia où il y a des graphiques. Oh non, oui, presque. Enfin bon. Le, j'ai repris sur cette dia l'évolution. Donc les barres de couleurs, c'est de 2005 en jaune à 2013 en bleu. C'est toujours les pourcentages de la population de ces 74 ans utilisant Internet au moins une fois par semaine, ce que Eurostat définit comme utilisateur régulier d'Internet. Et j'ai mis sur ce graphique les seules variables sociodémographiques, comme on dit, c'est les seules caractéristiques de la population pour lesquelles il y a encore manifestement aujourd'hui des inégalités. Alors, ces variables sont lesquelles? Commencer par la plus nette, qui est celle-ci, c'est le revenu. C'est pas typique de la Belgique, on constate ça aussi dans les pays où l'usage d'Internet est très répandu et depuis très longtemps, comme les Pays-Bas et les pays nordiques. C'est un différentiel en termes de revenus. Le pourcentage d'utilisateurs, donc les classes de revenus sont réparties en quartiles. Le premier quartile, c'est les 25% de la population la plus pauvre. Le quatrième quartile, c'est les 25% avec les revenus les plus élevés. Et la médiane, elle est entre le deuxième et le troisième quartile. Et donc, il n'y a que depuis peu qu'il y a plus de 50% de la population avec les plus faibles revenus, où il y a plus de la moitié qui utilise Internet, alors que vous voyez que dans les populations avec les tranches de revenus les plus élevées, les pourcentages sont plus élevés. Quand vous regardez ce graphique, vous voyez très nettement une corrélation entre le niveau de revenu et la proportion d'utilisateurs d'Internet dans la tranche d'âge 16-74 ans. Donc ça veut dire que le revenu reste un facteur très important dans les inégalités d'accès à Internet. Alors, la deuxième question qui est intéressante, c'est la question du genre. C'est la question des différences de genre entre les femmes et les hommes. Si on regarde uniquement l'aspect homme-femme, les différences se sont totalement estompées en Belgique. Il n'y a plus de différence de pourcentage d'utilisateurs entre les femmes et les hommes. Mais il est intéressant de recouper la question du genre avec deux autres variables, c'est-à-dire âge et genre, ou diplôme, niveau de diplôme et genre. Et là, on voit apparaître des différences très claires entre les femmes et les hommes. Donc ici, ce que vous avez sur ce premier graphique, c'est donc toujours le pourcentage de la population défini par Eurostat comme utilisatrice d'Internet, selon le niveau de diplôme. Donc INF, c'est maximum certificat du secondaire inférieur, donc pas de diplôme du secondaire. SEC, c'est toutes les formes d'enseignement secondaire, du général au professionnel. Et SUP, c'est toutes les formes d'enseignement supérieur. Vous voyez qu'il n'y a plus d'écart entre les femmes et les hommes pour les diplômés de l'enseignement supérieur. Ils se sont fortement restreints pour les diplômés de l'enseignement secondaire et il reste important pour les hommes et les femmes qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement secondaire. Donc la question du genre, elle est liée aussi au croisement entre genre et niveau d'instruction, c'est-à-dire niveau de diplôme. De même, la question du genre, elle est aussi liée à l'âge. Ici, vous avez donc la même chose, H et F pour hommes-femmes, les 16-24 ans, les 20... Je crois que je dois peut-être avoir un petit truc qui fait de la lumière, là, non non, peu importe. Oh, ça, il ne fallait pas faire. Hein? Bon, donc, les 25-54 ans et les plus de 55 ans. Alors, vous voyez de nouveau que c'est parmi les plus âgés que les différences entre hommes et femmes sont les plus importantes. Et enfin, le dernier tableau, c'est la structure familiale. Traditionnellement, on a considéré que le fait de vivre avec des enfants était un facteur favorable à l'utilisation d'Internet. Ça reste globalement vrai quand vous regardez les différentes catégories de familles. Et pendant de longues années, et ça n'a pas tout à fait disparu, on a considéré qu'un groupe cible particulièrement défavorisé, c'était les ménages monoparentaux,
dont l'adulte est une femme, c'est-à-dire les femmes qui vivent seules avec des enfants. Et vous voyez effectivement que ce type de famille a eu pendant plusieurs années des pourcents, et a toujours maintenant, mais la différence est moins importante, une proportion d'utilisateurs d'Internet nettement plus faible. C'est lié évidemment à une corrélation avec autre chose qui est le revenu. Dans beaucoup de ces familles, une seule personne doit assurer le revenu de toute la famille, et en plus elle doit souvent travailler à temps partiel pour pouvoir subvenir à l'organisation de la famille. Voilà donc aujourd'hui ce qu'on peut dire des statistiques sur les inégalités numériques. Rapidement, on se demande toujours si les Belges sont différents des autres. La réponse est oui, bien sûr, mais pas tant que ça. Et donc, parce que si on n'était pas différents des autres, on serait plus belges. Et donc, vous avez la comparaison entre pays européens. Dans la tranche d'âge 25-64 ans, pourquoi j'ai mis une borne supérieure à 64 ans? C'est parce qu'en Europe, il y a des très grandes différences de structure d'âge d'un pays à l'autre. Il y a des pays où il n'y a presque pas de vieux, par exemple l'Irlande, et des pays où il y a beaucoup de vieux, par exemple la Belgique. Et donc si on veut faire des comparaisons qui neutralisent un peu cet effet de structure d'âge de la population, c'est intéressant de prendre une tranche d'âge qui est également représentée dans tous les pays européens. Vous voyez que le pourcentage d'utilisateurs réguliers en Belgique, il est un peu inférieur aux pays qui, traditionnellement, depuis plus de 10 ans, ont les scores les plus élevés, c'est-à-dire les pays nordiques et les Pays-Bas, mais qu'il est du même ordre de grandeur et même un peu plus élevé que l'Allemagne, la France, l'Irlande, etc., supérieur à la moyenne européenne et nettement plus élevé. Je veux dire, il y a prenez des pays qui sont, bon, la Bulgarie et la Roumanie sont les deux pays les plus pauvres de l'Union européenne, mais vous voyez ici l'Italie et le Portugal qui ne sont pas à 60% d'utilisateurs d'Internet dans la population entre 25 et 64 ans. Donc, alors qu'en Belgique, on est au-delà de 80. Vous voyez que les différences restent quand même relativement importantes dans l'Union européenne. Mais par rapport aux pays voisins et aux pays auxquels intuitivement on se compare, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, les différences ne sont pas très très importantes. Que sont devenues maintenant les inégalités dans les usages des technologies? Les chercheurs qui s'occupent de ces questions-là ont pris l'habitude de distinguer la fracture numérique qu'on a appelée au premier degré, c'est-à-dire les inégalités par rapport à l'accès, et la fracture numérique qu'on a appelée au second degré, c'est-à-dire une fois que la barrière de l'accès est franchie, ce qui est le cas pour plus de 80% de la population en Belgique, les inégalités dans les usages d'Internet et des nouveaux médias. D'abord, il faut se rendre compte que pour mesurer les inégalités dans les usages, ils changent. L'accès, c'est toujours l'accès, même s'il s'est modernisé, plus haut débit, tout ce que vous voulez. Mais l'accès, c'est oui ou non, quoi. On a ou on n'a pas accès. Les usages d'Internet ont fortement évolué au cours des dernières années. Ils se sont notamment développés beaucoup plus d'usages multimédia, photos, vidéos, musique, radio-télévision, enfin non, radio et télé sur Internet, séries télévisées, vidéos, géolocalisation, énormément, et des tas d'usages qui sont de type multimédia. Une expansion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 56% des utilisateurs d'Internet sont dans au moins un réseau social, la plupart du temps Facebook qui arrive en tête, mais il n'y a pas que Facebook dans les réseaux sociaux, et aussi l'expansion de formes non écrites de communication. Et pour communiquer avec les autres, il n'est plus nécessaire d'écrire quelque chose. On peut envoyer des images, des photos, des tas de choses qui ne passent pas forcément par la communication écrite, et donc le filtre de l'écrit est moins important qu'il ne l'a été au cours des années précédentes. Maintenant, quand on parle d'usage des nouveaux médias, il faut bien distinguer ce qu'on peut appeler la différenciation des usages. Tout le monde ne fait pas la même chose avec Internet, mais c'est comme ça dans la société pour tout. Tout le monde ne fait pas les mêmes sports, tout le monde ne mange pas la même chose, etc. Donc il y a une grande diversité des usages. Il faut distinguer donc la question de la différenciation, qui est une question de diversité,
et la diversité c'est bon dans la société, plus il y a de diversité, mieux c'est. Et la question des inégalités, c'est autre chose que la diversité. Les inégalités sont des sources de discrimination, c'est-à-dire sont des phénomènes sociaux de discrimination ou d'exclusion qui se produisent selon que l'on peut ou qu'on ne peut pas, et pouvoir aussi bien dans le sens avoir la possibilité que être capable, que l'on peut ou on ne peut pas avoir accès à ces nouveaux services. Les domaines dans lesquels ces discriminations peuvent s'observer, c'est l'accès à l'éducation et à la culture, l'accès à l'emploi, et une fois qu'on est en emploi, les possibilités de développement professionnel, donc de se former, d'évoluer dans sa carrière, l'accès aux services en ligne, services marchands ou services non marchands, comme les mutuelles et d'autres types de services culturels, la capacité de communiquer avec les autres et de se socialiser dans des groupes, la participation démocratique, c'est-à-dire la possibilité de participer à la vie en société, de donner son avis sur des choix, sur des orientations, aussi bien au niveau local qu'à d'autres niveaux, et les possibilités d'épanouissement personnel. On parlera d'inégalité quand l'usage ou le non-usage d'Internet et des nouveaux médias entraînera des discriminations dans ces domaines. On ne parlera pas d'inégalité si on observe que les jeunes font plus de jeux en ligne que les vieux. On s'en fout, ça c'est la diversité, ça n'a rien à voir, c'est une question de marketing pour les jeux, mais ce n'est pas un phénomène qui est lié aux inégalités numériques. En revanche, si on a accès à des produits moins chers quand on achète en ligne que quand on ne les achète pas en ligne, si on a une réduction d'impôt quand on fait sa déclaration sur Taxon Web ou des choses de ce genre-là, là il s'agit effectivement d'inégalité et de discrimination selon que l'on a ou qu'on n'a pas accès à Internet ou à ces nouveaux médias. Ça vous paraît clair? Alors on avance. Quelques données, mais ce n'est pas des chiffres. J'ai essayé de mesurer par rapport à, pas beaucoup, mais quelques variables caractéristiques de la population, les écarts entre différentes catégories de la population par rapport à certains services en ligne sur lesquels on a des statistiques. Parce qu'on peut le faire qu'à partir des choses sur lesquelles on a des statistiques. Donc c'est les données Eurostat de 2012, parce qu'avec celles de 2013, il n'y avait pas assez de données pour faire le tableau au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire au début de l'année 2014. Et donc, j'ai ici dressé une liste d'une série d'usages d'Internet dans plusieurs catégories. Des activités de communication et de divertissement, des activités de recherche d'information, des activités administratives, donc interagir avec les pouvoirs publics, aller sur des sites de recherche d'emploi, des activités commerciales, voyage, banque, achat, vente de biens, et les activités de communication, ben, elles sont là, c'est communication via Internet, courrier, téléphone via Internet, téléchargement de jeux, musique, vidéo, utilisation de web radio, web télé, partage de contenu en ligne, participation à des réseaux sociaux. Et j'ai essayé de voir dans quelle mesure, pour chacun de ces usages, il y avait des écarts entre différents groupes dans la population. La première colonne, c'est les écarts de genre. C'est-à-dire, est-ce que les hommes utilisent plus ces services que les femmes? La deuxième colonne, c'est le gradient selon l'âge. On a vu qu'en général, le pourcentage d'utilisation est diminué avec l'âge. Est-ce que cette diminution avec l'âge est forte ou faible? Et la dernière colonne, c'est selon le diplôme. On a vu que c'était aussi le niveau d'instruction quelque chose de discriminant, du moins dans l'accès à Internet. C'est-à-dire, est-ce que le pourcentage d'utilisateurs augmente, est-ce que l'augmentation est forte ou pas forte avec le niveau de diplôme? Je n'ai pas les données, à mon grand dépit, sur Eurostat pour le faire en fonction du revenu. Et ça, c'est vraiment la colonne manquante dans le tableau. Mais les données ne sont pas disponibles sur Eurostat, mais ça manque, et ça m'énerve que ça manque, parce que je pense que ce serait quelque chose de très instructif de le voir en fonction du niveau de revenu. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Les écarts de genre, quand il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Faible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre femmes et hommes.
Fort, ça veut dire qu'il y en a. Et inversé, ça veut dire que ça va dans l'autre sens que ce qui est écrit ici, donc un écart de genre inversé. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui participent à des réseaux sociaux et plus de femmes que d'hommes qui recherchent des informations sur la santé et la nutrition. Donc, et faible, ça veut dire qu'il y a un petit écart, mais qui n'est pas très important. Ce n'est pas, comme vous le voyez, dans cette colonne genre qu'on observe les principales différences. Les principales différences, si vous regardez ça vraiment de loin, en regardant où il y a du rouge avec fort, c'est le niveau de diplôme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la question d'âge, parce que sur la question d'âge, on observe quelque chose qui est assez intéressant pour certains services. C'est ce que j'ai appelé un gradient en U inversé. Ça veut dire que c'est les tranches d'âge intermédiaires qui sont les plus utilisatrices de ces services. Moins les jeunes et moins les vieux. Donc, en fonction de l'âge, on a une espèce de cloche comme ça, un U inversé en fait, et qui montre que c'est dans la tranche d'âge moyenne qu'on a le pourcentage le plus élevé d'utilisateurs. Et donc là, ça s'observe pour la lecture de journaux et de magazines, les consultations pour l'apprentissage, la plupart des activités commerciales, et même pour les services de voyage et des versements, c'est un gradient inversé, c'est-à-dire que c'est les vieux qui les utilisent beaucoup plus. Donc la proportion d'utilisateurs augmente avec l'âge au lieu de diminuer avec l'âge, ce qui est assez logique, on voyage plus quand on a des sous pour le faire. Mais là, la question du revenu aurait été intéressante. Et alors, le gradient, selon le niveau de diplôme, il est fort presque partout, sauf pour le téléchargement de jeux, musique, vidéo, où les peu diplômés sont davantage utilisateurs que les plus diplômés, et où il n'y a pas d'écart par rapport à la participation aux réseaux sociaux. C'est-à-dire pas d'écart selon le niveau de diplôme. Pour quasiment tout le reste, les écarts en fonction du niveau de diplôme sont importants. Ce petit tableau, je ne peux pas en dire beaucoup plus à partir de données d'enquête et de données comparables que ce qu'il y a dans ce tableau. Ça vous montre quand même qu'il reste un certain nombre de questions qui relèvent pas de l'homogénéité comme ça dans les usages Internet. Et on s'est expliqué cette situation particulière pour ici. Tout à fait. Oui, donc, les moins diplômés qui utilisent plus les réseaux sociaux. Une hypothèse est que la barrière liée aux compétences liées au diplôme est moins importante pour ça que pour d'autres choses. Ça se réfère bien à Eurostat. Donc on est dans une idée européenne et on est moins dans le micro. Non, c'est les données belges, ça. C'est les données Eurostat, mais pour la Belgique. Eurostat, donc on est avec un recul que nous, on n'a pas par rapport au terrain. En tout cas, oui, maintenant... Quand je vois ça, je me dis, on oublie les demandeurs d'asile qui viennent en formation chez nous, on oublie les gens d'origine étrangère qui ne sont pas repris là-dedans parce qu'on dit que c'est belge, alors peut-être qu'ils sont... Non, c'est les gens qui... Donc l'échantillon, il y a des problèmes de biais dans l'échantillon Eurostat, vous avez raison de le souligner, mais pas le dernier que vous soulignez, parce que ce sont les résidents, quelle que soit la nationalité. En revanche, les sans-papiers, les migrants primo-arrivants, les publics les plus précarisés ne sont pas touchés par l'enquête Eurostat, parce que l'enquête Eurostat, elle est faite sur un échantillon qui est basé sur le domicile. Comme toutes les enquêtes Eurostat, c'est la même chose en matière d'emploi. L'enquête sur les forces de travail, les ouvriers roumains ou portugais qui logent dans des baraques de chantier, on ne leur demande jamais leur avis sur les conditions de travail. Donc forcément, ils sortent dans le domaine des usages Internet, c'est un peu la même chose. Une série de publics très précaires qui passent à travers les mailles des enquêtes, que ce soit l'enquête Eurostat ou l'enquête de l'Agence wallonne des télécommunications, c'est la même chose. Par région, maintenant, il y a des choses qui sont plus... par région, c'est différent. Oui, bien sûr. Non, ça c'est clair. Bon, l'avantage... vous soulignez avec raison les inconvénients. L'avantage de ces données, c'est que ça permet quand même d'avoir une mesure avec laquelle on peut faire des comparaisons et où on peut regarder des évolutions. Parce que les défauts que vous soulignez sont les mêmes d'une année sur l'autre. Donc quand on regarde de 2005 à 2010 ou à 2013, on voit quand même des tendances qui sont des tendances intéressantes.
indépendamment des biais statistiques que vous évoquez. Ça va? Alors, comment peut-on expliquer ça? Puisque c'était la question que vous souleviez à propos de... et comment peut-on expliquer les inégalités numériques et surtout comment est-ce qu'on peut les réduire, puisque le but, la raison pour laquelle vous travaillez dans des initiatives comme le PMTIC, c'est notamment pour essayer de réduire ces inégalités. Alors, on peut distinguer deux grandes catégories d'approches. La première, c'est de dire les inégalités dans les usages d'Internet et des nouveaux médias, elles sont la conséquence d'une inégale répartition des compétences, et en particulier de ce qu'on appelle les compétences numériques. Et donc l'inégale répartition des compétences entraîne une inégalité dans les usages d'Internet et des nouveaux médias. Les risques d'exclusion ou de marginalisation sont liés à cette inégale répartition des compétences, et en particulier des compétences numériques. Je vais détailler ça un peu plus après, mais je vous explique d'abord les deux grandes approches. Donc pour prévenir ces risques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intervenir sur les compétences, donc sur la formation, logique. Deuxième approche, c'est de dire que les risques d'exclusion ou de marginalisation, ils sont en fait liés plutôt à des situations de vulnérabilité. Ce sont des personnes vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle combine des éléments de vulnérabilité numérique, c'est-à-dire de vulnérabilité par rapport à l'usage de ces technologies et de ces services, mais aussi des éléments de vulnérabilité sociale. Donc, pour prévenir les risques dans cette approche, il faut agir sur la vulnérabilité essentiellement à travers l'intervention sociale, tandis que dans l'autre approche, on dira qu'il faut intervenir essentiellement à travers la formation. Ces deux approches peuvent s'avérer complémentaires, comme je vais vous le montrer progressivement. Alors, détaillons un peu. Donc, l'approche par les compétences, et ceux qui m'ont déjà entendu faire des exposés vont se dire, celui-là, il radote toujours la même chose. Donc on a utilisé dans nos travaux une typologie des compétences numériques, développée d'abord par un chercheur hollandais qui s'appelle Jan van Dijk et qui est professeur à l'Universiteit Twente, Nijmegen, etc., qui distingue 4 types de compétences numériques, c'est-à-dire de compétences liées à l'usage des technologies numériques, les compétences instrumentales qui sont liées à la maîtrise du fonctionnement ou des dysfonctionnements, c'est-à-dire la capacité de résoudre les problèmes dans l'usage de ces technologies, c'est savoir manipuler un ordinateur, des logiciels, des menus déroulants, une tablette, un smartphone et des choses de ce genre-là. Un deuxième niveau sont les compétences informationnelles, donc liées à l'information elle-même, mais formelles, c'est-à-dire liées à la forme. C'est comprendre ce que c'est la structure d'un site Internet, comprendre ce que c'est un lien hypertexte. Quand on clique sur quelque chose, on est envoyé ailleurs, et comment on peut y revenir, et des choses de ce genre-là. Comprendre la fragmentation des sources d'information, c'est que tout n'est pas au même endroit, et qu'en naviguant, on navigue sur des sources d'information extrêmement différentes, extrêmement diversifiées. C'est comprendre que l'information, elle peut être obsolète, et que si on cherche un horaire de train ou de bus sur Internet, il faut quand même bien s'assurer que ce n'est pas celui d'il y a 4 ans. Il y a quelques années, quand je donnais cours, du moins au premier semestre, ici aux étudiants en communication, je leur montrais, donc il y a une navette de bus, un bus express qui fait la navette entre Louvain-la-Neuve et le site de Woluwe. Et alors, quand on cherchait avec Google les horaires du rapidobus Louvain-la-Neuve, Woluwe, et qu'on faisait cette recherche au mois d'octobre, Google proposait systématiquement les horaires de l'année d'avant. Forcément, c'était les plus lus, tandis que les horaires de l'année actuelle étaient beaucoup moins lus. Et donc, si vous cherchiez comme ça, vous aviez les horaires de bus de l'année d'avant et pas les horaires de bus de l'année en cours. Ça, se rendre compte de ça, c'est un bête petit exemple, mais ça fait partie des compétences informationnelles formelles, penser à des choses de ce genre-là, donc le degré d'obsolescence ou de renouvellement des sites.
Les compétences informationnelles substantielles, c'est ce qui est lié à la substance, c'est-à-dire au contenu de l'information. C'est chercher, sélectionner, combiner des sources, évaluer si c'est une bonne ou une mauvaise source, important par exemple dans les informations sur la santé, évaluer leur qualité, établir des associations et éditer ces informations soi-même, pour pouvoir mettre des choses, contribuer à des sites, à des forums ou quoi que ce soit. Les compétences stratégiques, c'est comment utiliser les compétences formelles et substantielles pour des objectifs personnels, c'est-à-dire pour quelque chose que je veux faire, pour une réalisation. Transformer des compétences en réalisation. Donc comment utiliser les contenus selon des objectifs personnels et des objectifs qui ont du sens. Pas un truc comme ça juste pour faire un exercice, non, quelque chose qui a du sens pour soi. Et du sens pour soi au niveau de l'épanouissement individuel, au niveau de l'intégration sociale, au niveau de l'activité professionnelle, peu importe, mais quelque chose qui a du sens et quelque chose de concret, qui poursuit un but. Donc arriver à un but. Ça, c'est... Il y a une interaction forte entre les compétences numériques et un certain nombre d'autres compétences génériques, notamment la lecture, l'écriture, la capacité de s'exprimer oralement et la capacité de s'exprimer par écrit. Les compétences numériques ne peuvent pas être considérées en soi comme ni supérieures, ni inférieures, ni disjointes d'une série d'autres compétences génériques, notamment lecture, écriture, expression écrite ou orale, bien que l'important, le poids relatif de ces compétences génériques puisse évoluer avec les technologies. Le fait qu'on puisse maintenant choisir en mettant le doigt sur des icônes plutôt qu'en devant lire des menus change énormément le filtre de la lecture et de l'écriture dans l'utilisation d'un certain nombre de nouveaux médias et de services en ligne. Les compétences, c'est un processus complexe. Ça ne se construit pas comme ça. Ça mobilise pas seulement des ressources intellectuelles, cognitives, mais aussi des ressources sociales. On n'apprend jamais tout seul. On ne sait pas communiquer tout seul. Donc, pour communiquer, il faut communiquer avec des autres. Pour résoudre des problèmes, il faut en parler aux autres. Et donc, il y a des ressources de l'environnement social qui sont très importantes pour l'acquisition des compétences. Un public cible que vous rencontrez sans doute dans vos activités de formation et qui est assez typique de cette utilisation des ressources sociales, ce sont les personnes plus âgées, les seniors, qui adorent se refiler des trucs entre eux, qui apprennent par essai et erreur en se communiquant, comment toi tu as fait, moi j'ai fait comme ça, etc. etc. Ça, c'est les ressources sociales, c'est les ressources de l'environnement qui servent à développer des compétences. La construction des compétences, c'est un processus qui n'est jamais acquis d'avance. Tout le monde décroche et rattrape à un moment donné. Moi aussi, et vous aussi. Parce que tout le temps, il se passe de nouvelles choses, et il y a un décalage entre le rythme de l'apprentissage et le rythme de la mise sur le marché des innovations technologiques. Vous avez sûrement déjà râlé de voir arriver une nouvelle version d'un logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser et où l'interface a complètement changé, alors que vous aviez mis du temps à vous y habituer avant et des tas de choses de ce genre-là. Donc ça fait partie de ce processus complexe de construction des compétences. Dans les dispositifs de formation, ces compétences sont souvent hiérarchisées, c'est-à-dire que le module 1, c'est les compétences instrumentales, le module 2, c'est les compétences formelles, le module 3, c'est les compétences substantielles, et le module 4, c'est les compétences stratégiques. On commence par apprendre à manipuler le matériel et les logiciels, puis on apprend à faire des recherches, puis on apprend à les utiliser, puis on apprend à faire quelque chose. En fait, objectivement, elles ne le sont pas. À la limite, ce sont les dispositifs de formation qui eux-mêmes ont induit une sorte de hiérarchisation de ces compétences, parce que ça paraît assez naturel, du moins dans un esprit technicien, de commencer à
à manipuler la technique avant de comprendre ce qu'on peut faire. Et on fera des tas de comparaisons. On dira que avant de pouvoir utiliser sa voiture pour partir en voyage, il faut quand même avoir appris à la conduire, où était la pédale de frein, la pédale d'embrayage et la pédale d'accélération. Et donc ça, c'est les compétences instrumentales. Et les compétences stratégiques, c'est de s'organiser pour faire un voyage. Mais bon, c'est pas parce que c'est comme ça pour la voiture que c'est comme ça pour Internet. On peut très bien définir des démarches d'apprentissage qui commencent par les compétences stratégiques et qui, par récurrence, reviennent sur des compétences instrumentales. Et ça se fait d'ailleurs couramment dans beaucoup de projets. Donc, l'ordre dans lequel je l'ai présenté n'est pas n'est pas un ordre logique de processus d'apprentissage. Mais quand on fait une typologie, il faut bien les classer dans un sens ou dans un autre. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. La question qu'on peut se poser, à laquelle je n'ai pas de réponse, enfin, quelques idées, mais pas vraiment de réponse, c'est dans quelle mesure les nouvelles interfaces, les interfaces graphiques, notamment les tablettes et les smartphones, modifient les caractéristiques des compétences instrumentales et des compétences informationnelles. Puisqu'on est sur des formes d'interface, de dialogue entre l'être humain et la machine, qui sont tout à fait différentes de la manière traditionnelle dont on a réfléchi avec les dispositifs informatiques. C'est une question qui, je pense, mérite d'être creusée assez rapidement, parce que on peut se demander dans quelle mesure, notamment, les dispositifs de formation qui mettent beaucoup l'accent sur des compétences instrumentales liées à l'informatique sont encore pertinents par rapport au modèle d'usage qu'on voit se développer ou dans les prochaines années. Le moyen le moins cher, puisqu'on a parlé de revenus, d'avoir accès à Internet aujourd'hui, c'est quand même d'acheter un smartphone, pas d'acheter un PC ou un ordinateur. Et donc, cette question-là, c'est une question qui, je pense, va prendre de l'importance et dont vous observez sans doute déjà les manifestations dans vos pratiques de formation. Quand on regarde un peu l'évolution de la littérature, c'est mon boulot comme chercheur de regarder un peu ce qu'on écrit sur l'évolution des compétences numériques. On voit qu'il y a une évolution récente de cette notion de compétences numériques et qu'on utilise même en français, le terme anglais digital literacy, que des Français, donc pas des Belges, c'est officiellement le Conseil national du numérique, donc un truc de la République française qui a utilisé le mot littératie. Donc si les Français disent ça, on peut le dire. Donc, c'est le label la République française quand même. C'est eux qui savent parler français, comme on le sait tous une fois. Et donc ce terme littératie numérique, les Flamands disent geletterdheid, et on ne savait pas traduire geletterdheid. Ongeletterdheid, ça veut dire illettrisme en néerlandais, mais geletterdheid, c'est un mot très difficile à traduire. Lettrisme, ça n'existe pas en français. Mais on peut traduire maintenant le mot néerlandais geletterdheid par littératie sans aucune difficulté. Littératie, c'est plus large que l'alphabétisation. On avait un problème quand on traduisait en français digital literacy en anglais par alphabétisation numérique, parce que alphabétisation, ça sous-entend que c'est vraiment le BABA pour dire les choses comme elles sont en réalité. Et donc il y a une sorte d'élargissement du concept, mais qui vient aussi d'une convergence avec plusieurs autres idées. Alors, ce petit tableau, donc, il y a d'un côté, un tableau, c'est un graphique quoi, de la patatologie mathématique transportée à la fracture numérique. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler les qualifications numériques. Les qualifications numériques, e-skills en anglais, c'est ce qui est nécessaire comme qualification pour occuper des emplois. Pour occuper des emplois où soit on utilise les technologies, soit où on est producteur de logiciels, de services et tout ce que vous voulez. Donc, ce sont les qualifications des professionnels des technologies de l'information et de la communication, les professionnels de l'e-business et les utilisateurs avancés de ces technologies. Ça, c'est
une approche par qualification. On ne peut pas exclure la question de la qualification quand on parle de compétences. Hein. Bon, c'est quand même quelque chose d'important, les qualifications qui sont liées au travail et à l'emploi. Et un autre domaine dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, c'est ce qu'on appelle la littératie médiatique, c'est-à-dire le fait de ne plus considérer Internet et les nouveaux médias comme quelque chose qui relève de l'univers de l'informatique, mais comme quelque chose qui relève de l'univers des médias, au même titre que la télévision, la radio, les journaux, etc. En Flandre, le programme du gouvernement flamand dans ce domaine s'appelle Media Wijsheid. Wijsheid, littéralement, c'est la culture ou la sagesse, ou un peu des deux. Et donc, on peut le traduire par littératie médiatique, c'est-à-dire la capacité de faire un usage des médias. Et quand on parle de médias, on parle aussi bien des médias audiovisuels traditionnels devenus numériques que des médias sur Internet. Et donc, on prend une approche en termes de médias. Et c'est une approche qui est assez différente de l'approche en termes de qualification. Et une troisième approche qui est un peu celle que j'ai développée jusqu'ici, qui est de partir du numérique en fait. Donc de regarder les questions des technologies numériques, d'Internet et des nouveaux médias numériques qui sont liés. On peut dire que la littératie numérique au sens strict, c'est-à-dire l'alphabétisation numérique, c'est le minimum qu'il faut pour pouvoir utiliser Internet et ces technologies dans le cadre d'un emploi par rapport aux médias et d'une manière générale dans la société. Mais la littératie numérique au sens large, c'est être capable de faire un usage critique et sûr de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux médias. Dans le vocabulaire européen notamment, et le vocabulaire européen il parvient d'une manière ou une autre à formater progressivement les vocabulaires nationaux, ne fût-ce que parce que quand on fait des projets dans un pays, on est obligé de répondre à des appels d'offres européens et de se farcir leur vocabulaire. Donc le vocabulaire européen, maintenant, il insiste beaucoup sur cette question de littératie numérique au sens large, donc qui a quelque chose à voir en même temps quelque chose à voir en même temps avec la littératie médiatique et avec la question des qualifications de base par rapport aux nouveaux médias. Ça, c'est l'approche compétence et quelques tendances par rapport à cette approche compétence. Je vous ai dit qu'il y avait une autre approche qui est l'approche en termes de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la vulnérabilité? Quand est-on vulnérable? On n'est pas vulnérable comme ça dans l'absolu. On est vulnérable par rapport à des obligations, par rapport à des contraintes. La vulnérabilité ne se définit pas comme ça dans l'absolu. Si vous me demandez si moi je suis vulnérable, ben oui, je suis vulnérable pour un certain nombre de choses. Peut-être j'ai une santé vulnérable sur certains aspects. Je suis vulnérable dans les conflits. Donc tout le monde est vulnérable ou pas vulnérable pour quelque chose. Donc la vulnérabilité, elle se définit par rapport à un contexte. Elle se définit notamment par rapport à un contexte social. Et la vulnérabilité sociale, c'est la vulnérabilité par rapport à des contraintes de la société. Quand on va parler ici de vulnérabilité pour le sujet qui nous occupe, ça va être la vulnérabilité par rapport à cette nouvelle norme sociale qui s'impose de plus en plus, qui est la norme sociale de la société de l'information. Comment se manifeste cette norme sociale? Tout le monde doit avoir accès à Internet et aux technologies, donc un impératif d'accès universel et d'utilisation aux TIC par tout le monde. D'ailleurs, on considère que quand tout le monde n'y a pas accès, il y a un problème d'inégalité et de fracture. Donc c'est bien une manifestation. Le discours que j'ai tenu sur les inégalités numériques est en fait une manifestation de cette norme sociale. Le but, c'est que tout le monde puisse avoir accès et puisse utiliser cette technologie. Il y a une injonction dans la société à adopter certains modes d'utilisation des technologies. On dira que pour trouver un emploi ou pour se stabiliser dans un emploi, il faut pouvoir utiliser les technologies de l'information et de la communication, que c'est normal que les services d'intérêt général maintenant soient sur Internet, qu'on doive consulter les offres d'emploi sur Internet, qu'on doit faire ses démarches de mutuelles sur Internet, etc., etc. Dans le domaine de la consommation, dans le domaine de la communication. Tiens, vous n'avez pas d'adresse email, vous n'êtes pas sur Facebook, des choses. Donc, il y a une espèce d'injonction à adopter un certain nombre de modes d'utilisation d'éthique. Et à cette injonction
correspondent des normes de comportement. On attend de l'individu dans la société de l'information qu'il adopte certaines normes de comportement. Les normes de comportement, c'est par exemple l'injonction à la prise en charge de soi. Comme on dit en belge, la prise en charge de son soi-même. C'est-à-dire le fait que chacun est responsable, doit prendre en charge sa formation, sa capacité de se développer, etc. Donc la prise en charge de soi, le besoin d'acquérir des compétences numériques, c'est une sorte de pression sociale comme ça, un comportement. Il faut apprendre, il faut se familiariser avec les nouvelles technologies et il faut tout le temps apprendre. Il faut apprendre tout au long de la vie. Ce sont des normes de comportement. Alors la vulnérabilité dans la société de l'information, ça va être effectivement se retrouver vulnérable par rapport à cette norme. C'est-à-dire être en difficulté, encourir des risques par rapport à cette norme qui s'impose à tous. Qu'est-ce que c'est plus particulièrement la vulnérabilité? C'est être exposé à des risques. Personne vulnérable, c'est une personne qui court des risques. Des risques dans tous les domaines de sa vie, professionnelle, personnelle, sociale ou quoi que ce soit. La vulnérabilité, c'est devoir être dans un contexte d'incertitude et d'instabilité. Ne pas savoir, de précarité par rapport au travail, de précarité par rapport au logement, de précarité dans son réseau de relations, d'incertitude par rapport à l'avenir. Ça, c'est un facteur de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est aussi se retrouver tout le temps face à des choix individuels et à des responsabilités qui sont reportées sur l'individu, parce que le rôle structurant et protecteur des institutions, il s'affaiblit. Et l'individu est mis lui-même face à la responsabilité de gérer sa propre vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, contrairement à l'exclusion ou l'inclusion, elle n'est pas binaire, c'est une gradation. Il n'y a pas des gens vulnérables et des gens non vulnérables. Il y a dans la société différents degrés de vulnérabilité. Ce n'est pas comme avoir accès ou ne pas avoir accès à Internet, où c'est oui ou non. Grosso modo, on peut chipoter, mais bon. Ici, la vulnérabilité, c'est une question de gradation. Ce n'est pas une question de oui ou non, ce n'est pas une question binaire. Plus précisément, comment essayer de définir la vulnérabilité par rapport à cette nouvelle norme sociale que je vous ai brièvement décrite, peut-être de manière un peu caricaturale, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire par cette norme qui s'impose à tout le monde de la société de l'information. Qu'est-ce qui peut caractériser la vulnérabilité numérique, donc la vulnérabilité par rapport à ces technologies numériques? D'abord, c'est un déficit de compétences. C'est pas un déficit de compétences qui fragilise les situations. Et si on est plus fragile, on est plus vulnérable. Donc un déficit de compétences qui entraîne de la fragilité. Il y a des déficits de compétences. Pardon? Est-ce que si c'est un choix, est-ce qu'on est vulnérable si on a décidé soi-même de ne pas suivre ces normes-là? Peut-être à un moment non, mais peut-être plus tard, oui. Mais pour répondre à votre exemple, des personnes plus âgées peuvent très bien se retrouver, avoir un gros déficit de compétences numériques et ne pas être du tout vulnérables parce qu'elles se sont organisées tout à fait différemment. Donc un déficit de compétences numériques n'entraîne la vulnérabilité que s'il fragilise des situations. Des non-utilisateurs volontaires, Robinson comme on dit, donc des gens qui disent « moi, pas d'internet, je suis sur mon île, pas connecté, etc. » Bon, si c'est un choix personnel et s'ils s'en tirent comme ça, bon, c'est comme par rapport à la télé. Il y a des gens qui ne voulaient pas avoir la télé, mais on a remarqué aussi que ceux qui ne voulaient pas avoir la télé, c'est parce qu'ils lisaient 3 ou 4 quotidiens et qu'ils trouvaient que la télé était stupide par rapport aux 3 ou 4 quotidiens qu'ils lisaient. Donc, bon, il faut voir aussi un peu quels sont les avantages et les inconvénients. Mais non, une situation de retrait volontaire n'est pas une situation de vulnérabilité, mais elle peut le devenir. On peut voir des cas. Prenez par exemple dans le monde médical. Il y a beaucoup de médecins qui ont longtemps considéré qu'Internet, ça n'a rien à voir avec le boulot du médecin.
Maintenant, avec les bases de données médicales, avec les attestations de soins qui vont être maintenant produites par ordinateur directement avec des barcodes et des choses de ce genre-là, une attitude qui pouvait être une attitude de retrait confortable va devenir une attitude vulnérable parce que l'environnement a changé. Donc, en matière de vulnérabilité, rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais définitif. Qui pouvait dire 3 ans avant la faillite de la Sabena que les gens qui travaillaient à la Sabena avaient un emploi vulnérable? Vous auriez rigolé. Donc, ces choses-là changent, peuvent changer énormément. Donc, déficit de compétences numériques, risque de mise à l'écart d'un réseau de relations, parce qu'on est out, on n'est plus dans les réseaux de relations, difficulté d'apprentissage, d'adaptation à des nouveaux outils. Ça peut rendre, quand on a du mal à apprendre, du mal à s'adapter, ça peut rendre plus vulnérable. Avoir des profils d'usage qui exposent à la suétude, c'est-à-dire à l'addiction par rapport au jeu, à toute forme d'utilisation compulsive d'Internet et tout ce que vous voulez. Une fragilité face aux arnaques et face à l'endettement. Un des plus gros problèmes pour les personnes qui ont des utilisateurs d'Internet qui ont des faibles revenus, c'est que comme d'habitude, les tentatives d'arnaque et les problèmes d'endettement, ils ciblent d'abord ceux qui ont peu d'argent plutôt que ceux qui en ont beaucoup. Donc c'est aussi un aspect de vulnérabilité. Et une autre dimension de la vulnérabilité, ça peut être la confusion entre le monde réel et le monde virtuel, où finalement, on ne s'y retrouve plus très bien, on ne sait plus ce qui est First Life et Second Life, et ça entraîne des aspects de confusion mentale ou de difficulté de se positionner par rapport aux autres. Il y a un lien avec la vulnérabilité sociale. La vulnérabilité sociale, elle peut être renforcée par la vulnérabilité numérique, ou au contraire, elle peut être atténuée. Quelqu'un qui n'est pas vulnérable sur le plan numérique mais qui est vulnérable sur le plan social, peut-être en difficulté de logement, avec des emplois précaires et tout ça, mais qui dispose d'un bon capital numérique, je dirais, va avoir plus facile à s'en sortir qu'un autre. Et donc, il y a un lien entre les deux, mais il y a évidemment des cas de vulnérabilité, ce que vous expliquez, de vulnérabilité sociale sans vulnérabilité numérique. Je dépasse le temps que j'avais prévu. Donc, les deux approches sont conciliables parce qu'elles ne sont pas opposées l'une à l'autre. Mais c'est deux manières de voir les choses. C'est deux regards différents. Vous avez d'ailleurs remarqué que je n'utilisais pas le même genre de vocabulaire quand je parle de l'approche par les compétences et quand je parle de l'approche par la vulnérabilité. Mon vocabulaire a un peu changé entre en passant d'un point à l'autre. Donc, pour concilier les deux approches, il y a un besoin de renouvellement de pratiques de formation. Beaucoup de pratiques de formation restent très centrées sur les compétences instrumentales et elles privilégient les exclus, c'est-à-dire la minorité qui se restreint d'année en année de personnes qui sont tout à fait exclues par rapport à un public qui est plus large et qui est le public des personnes vulnérables et qui ne sont pas situées forcément en situation d'exclusion, mais qui pourraient tomber dans des situations d'exclusion ou des situations de marginalisation. Sous l'angle des compétences, pour concilier les deux approches, je pense que la clé, c'est de mettre au premier plan les compétences stratégiques. Ce qui permet de concilier l'approche par la vulnérabilité et l'approche par les compétences, c'est la capacité de mener à bien un projet qui répond à des motivations personnelles. Quand on devient capable de mener à bien un projet, qu'il s'agisse d'un projet dans le domaine professionnel, de loisirs, de culture, d'épanouissement personnel, de hobby, peu importe, mais être capable de construire et de mener à bien un projet, ce qui relève des compétences stratégiques, le mener à bien un projet, ça, non seulement ça accroît les compétences, ce qui a l'air évident, mais aussi ça réduit la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est aussi l'incapacité de gérer les situations dans lesquelles on se trouve, sous l'angle des compétences. Sous l'angle de la vulnérabilité, c'est une manière de concilier les deux,
c'est d'utiliser les technologies numériques pour renforcer ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, et qu'on peut traduire par le pouvoir d'agir, c'est-à-dire la capacité de modifier les situations dans lesquelles on se trouve. Être vulnérable, c'est se trouver dans une situation où on ne sait pas agir sur son environnement. Et donc, être capable d'agir sur son environnement personnel, professionnel, relationnel, de quartier ou quoi que ce soit, c'est augmenter son pouvoir d'agir et ça réduit les risques de vulnérabilité. Donc, renforcer le pouvoir d'agir par rapport aux situations de vulnérabilité. Qu'il s'agisse d'emploi, qu'il s'agisse de logement, qu'il s'agisse d'intégration dans la société. Mais les situations de vulnérabilité ne sont pas nécessairement des situations d'exclusion. Sous un angle commun aux deux approches, je pense qu'une tendance aujourd'hui qui est bien reconnue, c'est qu'il faut mieux intégrer les dispositifs de formation aux technologies de l'information et de la communication dans des dispositifs d'intervention sociale au bénéfice de publics plus vulnérables. C'est une réflexion qu'on a eue à propos des EPN aussi, je vois Eric caché là derrière, qui était, quand on réfléchit à la place des espaces publics numériques dans, dans le monde associatif, dans les tissus associatifs locaux ou communaux, la perspective, c'est d'intégrer des dispositifs qui ont d'abord été conçus spécifiquement pour les TIC dans un tissu plus large de dispositifs en termes d'intervention sociale au bénéfice de publics plus vulnérables. Quelques conclusions. D'abord, essayer de résumer un peu l'évolution des publics cibles. On est parti d'une manière de réfléchir où on raisonnait avant en termes de fracture et aujourd'hui en termes d'exclusion. Le premier public qui existe toujours et qu'il ne faut pas oublier dans ce type d'intervention, c'est le public qui est à risque d'exclusion numérique et donc d'exclusion sociale liée à l'exclusion numérique. Je vais revenir dans la dia suivante sur une caractérisation plus fine de ce public. Il y a un deuxième public cible qui est des publics cibles qui sont en risque de fragilité sociale parce qu'ils sont un peu loin de l'univers numérique, ou ils sont distants, ils ont des problèmes avec cet univers. Ils ne sont pas forcément exclus, mais ils sont fragiles, donc vulnérables. Et un troisième public, qui est un public qui ne parvient pas à tirer profit de tous ces nouveaux outils pour améliorer sa situation personnelle, professionnelle, relationnelle ou autre. Quelques détails sur ces trois publics. Donc le public en risque d'exclusion numérique et d'exclusion sociale, on peut le caractériser par des situations d'éloignement de la sphère du travail, d'isolement culturel ou d'isolement social, des conditions de vie précaires, au point de vue logement notamment, une pauvreté qu'on appelle multidimensionnelle, c'est-à-dire pas seulement la pauvreté monétaire, mais aussi la pauvreté relationnelle et la pauvreté culturelle, l'illettrisme, des situations de handicap qui ne sont pas prises en charge par la protection sociale et une série d'autres caractéristiques. Donc ça c'est le public, je dirais, le plus traditionnel, c'est le public à risque d'exclusion. Pour ce public, si je me place dans l'optique compétence, vulnérabilité, un pouvoir d'agir, projet que j'ai essayé d'introduire, l'utilisation d'éthique peut être un vecteur de reconquête de l'estime de soi, un vecteur de reconstruction de l'identité et un vecteur de revalidation sociale. Le but, ce n'est pas se soumettre à la norme de la société de l'information, c'est utiliser le potentiel de ces nouveaux outils pour se réhabiliter en quelque sorte, c'est-à-dire regagner de l'estime de soi, reconstruire une identité qui aurait été détruite par toute une série d'événements et réentamer un processus de revalidation sociale. Le deuxième public, celui qui est dans le deuxième cercle ici de mon graphique, ce sont des publics qui sont exposés à une certaine fragilité qui est liée à un éloignement de l'univers numérique. Les caractéristiques, c'est que ce sont des catégories sociales pas forcément exclues, mais fragiles. Familles monoparentales pauvres, des salariés peu qualifiés,
n'ont pas l'occasion d'apprendre dans leur travail, qui ont des petits boulots d'exécution, des boulots occasionnels où la précarité du travail prend le pas sur les autres caractéristiques du travail, des jeunes en difficulté, qui sont isolés, qui ont eu des parcours compliqués, qui sont passés par des institutions d'accueil, des déficits scolaires, l'abandon scolaire, le décrochage, etc. etc. Des personnes qui sont dépendantes pour toute une série de raisons. Ça peut être des questions, pas seulement des questions de handicap, mais des questions de dépendance par rapport aux autres, qu'on peut caractériser comme des individus qui sont en déficit d'autonomie en fait par rapport au numérique. Et ce deuxième public, il n'est pas tellement caractérisé par le risque d'exclusion, il est caractérisé par un déficit d'autonomie. Et par rapport au déficit d'autonomie, les questions du projet, les questions du pouvoir d'agir sont importantes. Donc ce public ne sont pas forcément des non-utilisateurs, mais ce sont des individus qui sont en déficit d'autonomie par rapport à Internet, aux nouveaux médias, etc. etc. Le troisième type de public, donc le troisième cercle dans mon dessin ici, c'est un public qui est concerné par un déficit de capacité à tirer profit des technologies de l'information et de la communication pour optimiser son intégration sociale. Là, on trouve des utilisateurs qui sont parfois tout à fait socialement intégrés, donc pas de problème d'exclusion sociale particulier, mais ils sont peu capables d'exploiter le potentiel de ces nouveaux outils pour améliorer soit leur situation professionnelle, soit leur situation personnelle, soit leur relation dans la société. Et ils vivent ça mal, ils se sentent vulnérables parce que, tout en n'étant pas socialement exclus ni socialement marginalisés, ils se rendent compte qu'il y a des nouvelles choses, et ils restent à côté. Ils ont l'air d'avoir l'impression qu'ils ont raté un train, ou en bas du bateau. Enfin, on peut trouver des tas d'expressions de ce genre-là. Mais ils sentent qu'ils pourraient devenir... Oui. C'est pas seulement l'aspect motivation, c'est l'aspect de s'être mis dans des situations qui ont été confortables à un moment donné et qui sont devenues vulnérables, un peu ce que j'ai dit pour répondre à votre question. Des exemples qu'on a rencontrés, c'est donc dans le travail social, contre l'exclusion, contre la vulnérabilité, etc. Il y a des professionnels du travail social, des éducateurs, des assistants sociaux. Ce ne sont pas des personnes qui n'y connaissent rien aux nouvelles technologies. La plupart du temps, ils ont un PC pour faire leur courrier, pour aller chercher les infos, etc. Mais ce sont des personnes qui, bien souvent, sont en demande de pouvoir utiliser le potentiel de ces nouveaux outils, pas seulement pour faire du travail administratif, mais pour faire du travail social. Et pour rentrer en contact, pour essayer de nouer des relations avec des gens qui ne communiquent que par ces moyens-là, etc., etc. Et donc, ils se trouvent dans une situation où leur problème, ce n'est pas l'exclusion numérique, ils ne sont pas du mauvais côté de la fracture numérique, ils ne sont pas en situation de fragilité sociale, mais ils sont concernés par un déficit de pouvoir d'agir, c'est-à-dire par un déficit de capacité à tirer profit de ces nouveaux outils pour faire des choses qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est un peu ce troisième cercle, si vous voulez, des publics cibles. Vous vouliez poser Je veux juste dire que dans l'exemple que vous avez donné, il y a aussi tout le côté nouveau budget et moyens bien entendu, financiers qui fait qu'on ne peut pas le faire. Il faut qu'on se retrouve dans le 3, le pouvoir d'agir aussi, au niveau d'éthique, parce qu'il y a bien des sûr. programmes, Le pouvoir d'agir, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le pouvoir d'agir, il suppose des conditions matérielles de réalisation. Je ne vais pas vous contredire sur ce sujet. S'il vous plaît. Oui. J'ai envie d'intervenir sur le troisième public, effectivement. Le bel exemple des travailleurs sociaux qui, au début, résistaient justement à l'utilisation de la technologie informatique, de l'informatique, tout simplement parce que le travail, effectivement, c'est social. C'est entrer en contact avec les usagers, c'est aller leur rendre visite et constituer les petits dossiers, les dossiers papier. Mais aujourd'hui, on va vers l'informatisation même du dossier social. On va vers l'échange des informations, je dirais, sociales via un outil informatique.
notamment la banque Carrefour. Oui. Ça reste des données administratives. De la sécurité sociale. Mais à un moment donné, pour aller vite, pour faire vite son travail social aussi, pour son dossier social, on a besoin de consulter ce dispositif, cet outil. Donc, ils se sont mis effectivement. Je vais un peu préciser à propos du travail social ce que je veux dire. Un certain nombre d'intervenants sociaux ont, et encore maintenant, considèrent que le fait qu'un écran s'interpose entre eux et la personne, eux ou elle, et la personne avec laquelle ils sont en relation, est quelque chose qui ne va pas. L'écran est un filtre qui ne peut pas s'interposer dans une relation qui doit être d'abord une relation humaine directe. C'est un point de vue qui est éminemment respectable. C'est le point de vue d'un certain nombre de praticiens. Aujourd'hui, par rapport à un certain nombre de publics, on ne communique plus que via des écrans. Et donc, l'écran n'est plus l'obstacle, il est le moyen naturel de communiquer. Et non pas le filtre qui s'interpose dans une relation humaine. Et c'est ça le changement. Ce n'est pas un changement immédiat, ce n'est pas un changement binaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde passe d'un mode de communication à l'autre, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce type de relation, le rôle même de la technologie comme médiateur dans la relation est en train de changer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne communiquent que via des objets avec des écrans et qui ont d'ailleurs relativement peur de se retrouver en face à face avec quelqu'un. Et donc, au lieu d'être un filtre, l'écran est devenu un médiateur. C'est ça qui est en train de changer. Et donc, ce que je veux dire ici, déficit de pouvoir d'agir, c'est être capable, rentrer dans des démarches de formation qui permettent de faire ce pas, de comprendre la diversité des situations. Est-ce que mon exemple est plus clair comme ça? Voilà. Mon dernier mot, c'est de revenir sur les deux mots-clés que j'ai proposés dans le titre. L'idée de mise en projet. L'idée de mise en projet, c'est une façon de mettre les compétences stratégiques au cœur de la formation et d'articuler les compétences informationnelles et voire instrumentales autour d'une réalisation et d'une réalisation qui a du sens. Et les deux mots sont importants. Réalisation, c'est faire quelque chose. Et la question du sens, elle est importante aussi, parce qu'on ne comprend l'utilité de ce genre de dispositif que si on lui accorde du sens, si on lui donne du sens. Deuxième mot-clé, c'est pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est une façon de réduire la vulnérabilité en améliorant la maîtrise de chacun sur son environnement. L'environnement technique, l'environnement relationnel, l'environnement social, l'environnement professionnel, et renforcer la capacité de création, en fait, au service de projets professionnels ou individuels. Comme vous aurez les transparents, je vous ai mis la liste, de liste de références téléchargeables que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Voilà. Question, oui. En fait, je vois que vous avez fait le tour de tout ce qu'on remarque sur le terrain. Je pense que nous avons donc posé une question sur des problèmes, des freins qu'on rencontre sur le terrain, notamment au niveau de la motivation de la personne. Il y a mes collègues, ils ont parlé par exemple de choix donc de vie sociale qui fait que la personne, dès qu'il arrive chez vous, vous avez du mal donc à le remettre, à le changer, à le remettre sur, sur l'axe professionnel. Alors, comment est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez des informations sur donc le point de vue du pouvoir public pour pouvoir donc résoudre ce constat? Moi pas. vous, je crois que vous en avez, parce que vous êtes confronté dans votre travail tout le temps à cette question de relation avec le pouvoir public. Non, ce que je pense, c'est que les initiatives qui ont été prises par les pouvoirs publics, elles ont, comment dire ça, à un certain degré,
je vais employer le mot inertie, mais pas au sens quelqu'un qui ne bouge pas. L'inertie, selon Galilée, c'est le fait que quelque chose qu'on lance reste dans l'état de mouvement où on l'a lancé. C'est ça l'inertie. Quand j'étais jeune, j'étais physicien. Et donc, quand les pouvoirs publics lancent un programme, ce programme, il est lancé pendant un certain temps. Et il garde dans son mouvement la trace de l'impulsion initiale qu'on lui a donnée. C'est ça la vraie définition de l'inertie. Et donc, par exemple, les programmes de lutte contre la fracture numérique, ils restent marqués par l'impulsion initiale qu'on leur a donnée. Et l'impulsion initiale qu'on leur a donnée, c'est quoi? C'était une situation où la société était coupée en deux et où il y avait un énorme déficit de compétences instrumentales et, dans une moindre mesure, de compétences informationnelles formelles. Et donc, assez logiquement, compte tenu de la nature même des programmes publics et de la demande du milieu associatif, qui est que les programmes publics soient des trucs qui durent dans la durée et pas qui s'arrêtent après 6 mois ou 1 an. Donc, donc il y a une maintenance, donc c'est-à-dire chercher à améliorer donc cet outil qui est lancé. En fait, c'est parce que il y a eu des questions qu'on a toujours posées. Il y a des personnes qui ont travaillé dans ce projet depuis très longtemps. On a constaté que donc il fallait donc trouver quelque chose pour pouvoir motiver des gens, puisque pour pouvoir motiver des gens, on peut toujours donner un exemple. Donc, au niveau des formations organisées par le Forum, donc il y a les frais de déplacement qui sont remboursés, il y a le NRLR qui fait que donc certaines personnes aussi se quittent chez eux pour venir. Donc voilà. Voilà. Donc, mais ça, ce n'est pas les motivations, ce sont des incitants. Ce sont des incitants financiers, matériels. Ça ne touche pas à... C'est pas ça la motivation. On a aussi une facture de la garderie d'une personne qui se dit, voilà, avec mes revenus, je ne pourrais pas donc payer cette facture-là. C'est pas une motivation, c'est un incitant. Et à un certain moment, tu parviens donc à la longue, tu parviens donc à le mettre sur les rails. Mais je pense que la vulnérabilité numérique renforce la vulnérabilité sociale, mais la vulnérabilité sociale renforce aussi la vulnérabilité numérique. Bien sûr. Donc nous, on est devant un public. Quand ils parlent de motivation, je pense que c'est parce qu'on est devant un public où on a du mal à leur faire comprendre à quel point les TIC peuvent vraiment les aider dans leur situation. Parce que nous, on les reçoit en séance d'info. Voilà, on est là. Mais je pense qu'il y a un travail qui devait se faire en synergie, des gens qui les accompagnent, les CPAE ou d'autres assistants sociaux, où il faut faire un travail mental, où il faut vraiment leur expliquer, pas nous dans les centres d'information, parce que nous, quand ils viennent chez nous, ils sont déjà motivés, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Mais les autres instances qui rencontrent ces gens-là, qui sont vulnérables socialement, devaient faire un travail de sensibilisation aux TIC pour qu'ils puissent se diriger vers nous. Parce que ces raisons de frais de déplacement ou d'un roller, ce sont des incitants. Si on est motivé, c'est pas ça qui va passer. Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des incitants qui ça aide à corriger des situations défavorables. Mais c'est du correct. Oui, c'est ça. Moi, je voudrais aborder le problème dans le domaine de l'évolution. Quand on a conçu des programmes actuellement. Petite motion. Donc, manifestement, tout le monde est intéressé par la discussion. On a un peu pris du retard sur l'horaire parce que justement il y a des questions mais je vais tout le monde est bien dans les questions. La petite activité. Peut-être qu'on pourrait, c'est ça. C'est plus facile d'avoir une discussion. Prolonger encore de 5 minutes, peut-être cette discussion aussi qui interrompt. Oui, je préfère aussi. Oui. Ça va. Parce que ce que j'avais prévu ne va pas va distraire de ce qu'on est occupé. Oui, c'est ça. Je préfère continuer à discuter avec le groupe, si tu es d'accord. Non, mais très bien. On va aborder au niveau de l'évolution. En dépit que mes collègues ont abordé, il y a l'évolution aussi. Au départ, les programmes avaient été conçus, par exemple, pour les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, bien que la question numérique a progressé, moi je trouve qu'elle a progressé parce que même les gens qui se croyaient à l'abri de ne pas utiliser ça aujourd'hui sont demandeurs. Dans la génération au-dessus, au-delà de 60 ans, des réalités qui sont. Alors à ces niveaux-là,
les besoins semblent être... c'est différent entre un demandeur d'emploi, un jeune de 25 ans, et une femme qui va de 60 à 65 ans, qui est encore demandeur d'éthique aujourd'hui, qui redevient demandeur d'éthique aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on n'a pas évolué et que maintenant dans les programmes des incitants ou des excitants, il faudra qu'on évolue aussi en termes de l'écologie? Oui, mais ces deux mots-clés que j'ai essayé de mettre en avant, hein, l'idée de projet et l'idée de pouvoir d'agir, elles vont au-delà de situations particulières, de savoir si on est ou pas un demandeur d'emploi. C'est vrai qu'au départ, le PMTIC, par exemple, il a été conçu pour pallier un certain nombre de déficits de compétences identifiés, je ne sais plus très bien comment, hein, en termes de connaissances de base des technologies de l'information et de la communication par les demandeurs d'emploi. Si on regarde aujourd'hui le public qui est le plus demandeur, ça s'est bien élargi, bien au-delà des demandeurs d'emploi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il n'y a pas que la question du public. C'est aussi parce qu'au moment où ces programmes ont été conçus, hein, l'univers des TIC, hein, il était encore très proche du travail ou de ce qui tourne autour du travail. Et aujourd'hui, il est devenu très loin. Hein. C'est la vie quotidienne. Hein. C'est communiquer avec les autres, c'est regarder la météo, faire des tas de choses, acheter. Donc ce sont toutes des choses de la vie quotidienne. Hein. Et la référence n'est plus l'univers professionnel dans lequel on est inclus ou exclu, hein, c'est-à-dire qu'on est demandeur d'emploi ou pas, ou on est en situation de formation professionnelle ou en déficit de formation, des choses de ce genre-là. Hein. C'est plus l'univers du travail, c'est l'univers de la vie quotidienne. Hein. Et donc, ce changement-là, il n'est pas... Enfin, il ne dépend pas de vous, hein, pour dire les choses. Sont des changements de contexte, et des changements de contexte qui ont été assez rapides au cours des 3 ou 4 dernières années. Oui. Est-ce que c'est pareil pour les autres pays européens? Vous avez présenté des statistiques où on voit les Pays-Bas, la Suède, enfin toujours les pays du Nord, qui sont très bons utilisateurs. Donc, est-ce que ça veut dire que très bon utilisateur et moins d'inégalités, comme vous le présentez? Non, la Belgique est quand même plutôt dans le peloton de tête. Hein. Donc je veux dire, on ne peut plus prendre la Belgique comme un cas. Hein. Je veux dire, c'est pas un pays défavorisé sur le plan du numérique et aucun indicateur. Enfin, on en trouve toujours bien parce qu'il y a un petit côté maso chez les Belges de toujours trouver ce qui ne va pas. Mais bon, hormis ce côté-là, non. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est que je pense que c'est notamment dans les pays les moins riches ou les plus pauvres de l'Union européenne que ces nouveaux usages et ces nouvelles formes de communiquer prennent de plus en plus d'importance. Dans des pays où le réseau téléphonique fixe, traditionnel, est complètement branlant, hein, incapable d'avoir du haut débit, hein, où les ordinateurs coûtent un prix abominable, etc. Comment fait-on pour avoir accès à Internet? Ben, on achète un smartphone chinois, ou autre, peu importe, enfin, à bon marché en tout cas, hein, et construire des réseaux sans fil ou même des réseaux Wi-Fi publics ou semi-publics, c'est extrêmement facile. Et donc, comment dire ça, ces nouvelles manières de communiquer, ces nouvelles manières d'utiliser l'éthique, à la limite, prennent une importance plus grande chez les moins nantis en technologie que chez les plus nantis. Je viens de passer maintenant un peu plus de 3 semaines au Chili, qui n'est pas un pays pauvre, c'est un pays beaucoup moins, enfin, grâce au retour à la démocratie, c'est un pays qui est moins pauvre que 4, 5, 6 ou 7 pays de l'Union européenne au moins. Il remplirait sans aucun problème les critères de Maastricht pour rentrer dans l'Union européenne. Malheureusement, ça a 13 heures d'avion et ça coûte cher. Et donc, le potentiel de ces nouveaux outils est absolument énorme. Hein. C'est bon marché,
c'est facile d'utilisation et ça remplit plus rapidement hein, un décalage que ne le ferait la trajectoire technologique qu'on a connue entre les années 2005 et 2010-2011, je dirais. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention au potentiel de ces nouveaux outils pour des publics plus défavorisés ou plus marginalisés. Par moi, dans une réunion avec des acteurs de terrain, je ne me souviens plus lesquels, quelqu'un qui travaillait avec des immigrés primo-arrivants ou des sans-papiers disait que pour certaines personnes, leur smartphone, c'était leur seul patrimoine en fait. Tout était là-dedans. Leur réseau de relations, des documents importants, une copie de leur papier d'identité, des choses de ce genre-là. Et c'était finalement le seul patrimoine quand on n'a pas de logement fixe, quand on recherche un emploi. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi de ces aspects-là dans le travail qu'on peut être amené à faire en termes d'appropriation de ces nouveaux outils, de pouvoir faire autre chose que ce qu'on fait intuitivement avec et des choses comme ça. Gérard, on va peut-être laisser les questions suivantes pour les discussions informelles pendant la pause, si tu veux dire. Ça va, oui, d'accord. En fait, les dernières questions ont vraiment bien fait le lien avec la thématique de la journée, puisque Gérard Valanduc nous propose de passer à des dimensions un peu projets qui font sens pour les personnes. Et la journée d'aujourd'hui parle de la diversité dans ces projets. On peut faire intervenir aussi bien des demandeurs d'emploi que des personnes âgées, des personnes qui ont toujours une profession, d'autres qui en recherchent, etc. Pour autant que les projets les lient et que les projets fassent sens en utilisant cette nouvelle littératie médiatique dont tu as parlé tout à l'heure. Alors il nous reste à peut-être remercier Gérard Valanduc pour son intervention. Et moi je vous remercie pour vos questions.